Bonsoir et bienvenue à Petite Obsession, ici William, ou peut-être pas, en compagnie de ma co-animatrice Hélène. Ou peut-être pas. Mystère. Pourquoi autant de mystère aujourd'hui, Hélène? Ben, on va parler d'un sujet quand même mystérieux. Le poisson d'avril, entre autres. Date qui approche à grands pas, la semaine prochaine, si vous écoutez cet épisode à sa date de sortie. Sinon, la journée même, là, si vous êtes du monde à l'heure. Là. Exactement. Sinon, ben, ce sera dans le passé ou dans le futur. Dans un autre moment. C'est ça, choisissez quand vous l'écoutez. Puis justement, qu'est-ce que tu vas parler? Tu vas parler de l'origine du poisson d'avril? L'origine du poisson d'avril, pourquoi qu'on appelle ça un poisson d'avril, toutes les hypothèses et théories, parce que contrairement à la Saint-Patrick, il n'y a pas de consensus. Mais moi, j'ai ma petite idée, là, justement. Ok, toi, t'as décidé qu'il y avait une des théories qui était meilleure que les autres. Ben, j'ai hâte de voir je te ça. dirais que pas mal de monde ont décidé qu'il y avait une théorie meilleure que les autres. Parfait. Puis moi, ben après ça, je vais parler de prank à travers l'histoire. Qui dit poisson d'avril dit prank. Donc, on va parler de plusieurs trucs qui sont arrivés dans l'histoire. Mais avant ça, on vous joue pas de tour. Il nous faut un générique. Là, Will, tu vas me dire que j'ai une obsession sur les origines des fêtes et célébrations. C'est ta petite obsession. Ben, c'est ça. En même temps, c'est un peu beaucoup ça le titre de notre podcast. La semaine prochaine, c'est le poisson d'avril. Et s'il y a bien une fête sur laquelle je me pose des questions, c'est celle-là. D'où c'est que ça vient? Puis pourquoi on appelle ça le poisson d'avril? C'est parce que la neige a tellement fondu que nos rues sont devenues des lacs pleins de poissons? Ou bedon parce que les blagues qu'on y fait tombent souvent à l'eau? Ou ils finissent en queue de poisson. Oh, j'aime ça. Trêve de plaisanterie, évidemment, comme toute bonne tradition, ses origines restent à la fois nébuleuses et multiples. Hein? Une des théories qui revient souvent veut que ça nous provienne de l'Antiquité. Apparemment que dans le temps des toges romaines et des pratiques de coït homosexuel entre les philosophes et leurs disciples, on consacrait une journée par année au dieu grec du rire, le dieu Momos. Momos? Ouais, ben avec ce nom-là, on peut bien rire, justement. Je le connaissais pas, Momos. Il peut bien être le dieu de la raillerie. Durant cette journée-là, on faisait des farces et on se déguisait comme quelqu'un d'autre pour le carnaval. Donc, on faisait des imitations. Là. André-Philippe Gagnon aurait aimé vivre à cette période-là. C'était un peu la journée du tout et son contraire, si tu veux, où justement on inversait les rôles. Fait que le boulanger, il devenait médecin pendant une journée. Le médecin c'était pas juste qu'il faisait l'accent de l'autre, là. Il devenait la job de l'autre. Là. C'est pas confirmé, mais probablement. OK, fait que tu vas pas te faire soigner cette journée-là. Là. Ben non, c'est ça. T'évites d'être malade. OK, là. c'est bon. De toute façon, si les fils à l'urgence durent à l'époque aussi longtemps qu'aujourd'hui, il y a des chances que tu passes pas le 1er avril. Je sais pas si la Grèce est aussi pire que le Canadien. Je sais pas. Que tout aussi pire que le Canada. Hein. Ouais. Au 2e siècle, le livre Les Métamorphoses ou l'âne d'or d'Apulée fait mention d'une journée du rire en l'honneur du dieu Rhésus. Fun fact, les statues de ce dieu représentent un enfant chauve au sourire expiègle. Bref, c'est caillou. Sauf que ces explications ne me disent pas pourquoi on appelle ça un poisson d'avril. Hein? Non, caillou et poisson, je ne vois pas le lien. C'est ça. Ben déjà, il faut comprendre la symbolique du poisson. Dans l'Égypte ancienne et la Grèce antique, l'animal, ça représente la vie, la fertilité. Tu sais, tassé comme des sardines, ça se reproduit comme des saumons... qui remontent la rivière. Exactement. Tandis que dans la religion chrétienne, ben ça devient vite un symbole sacré, hein, en représentant la vie abondante qui avait été promise aux chrétiens, justement. Mais la théorie la plus plausible, et celle dans laquelle j'abonde, là, voudrait que tout commence dans la France du 16e siècle. Je sais pas si tu t'en souviens, mais j'ai fait... Je me souviens pas du 16e siècle, je n'étais pas né. Ah non? Non! Pourtant. Non, mais j'avais fait un TikTok sur les raisons pour lesquelles l'année commence le 1er janvier. Oui, je me souviens que tu avais fait ça. Ouais, ben je vais pas revenir sur le pourquoi du comment. Vous irez voir sur nos réseaux sociaux. Oh, nice shot. Une bonne stratège marketing que je suis. Oui, c'est ça. Bref, à cette époque, l'année ne débute pas le même jour dans toutes les régions de France. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué puis avoir un consensus, justement? Pour certaines, c'est bel et bien le 1er janvier, mais pour d'autres, c'est au printemps, vers le 25 mars, ou encore à Pâques, qui a souvent eu lieu justement début avril. Donc, beaucoup de municipalités célèbrent le passage à la nouvelle année le 1er avril ou en tout cas aux alentours de ça. Ouais.
Dans ces eaux, là, poisson. Oh, wow, c'est bon. Parce qu'on n'est pas loin, justement, de Pâques, puis que c'est une date assez printanière, merci, là. Tu sais, tout renaît au printemps. Donc, effectivement, c'est comme un renouveau de l'année. Exactement. Puis comme toute fête commerciale, aujourd'hui, ben, il est coutume de s'offrir des cadeaux, même au Moyen-Âge, pour justement célébrer le passage à la nouvelle année. Bon, là, spoiler alert, si tu n'as pas mis sur pause cet épisode pour aller voir le TikTok en question là, dont je parlais, en 1564, le roi Charles IX officialise le 1er janvier comme étant le premier jour de l'année par la création de l'édit de Roussillon. Le pape Grégoire XIII, lui, profite de ce moment pour introduire le calendrier grégorien en 1582, ce qui remplace dans le fond le calendrier julien de Jules César officiellement et généralise le tout à l'ensemble du monde catholique, donc pas juste la France, parce que ben c'est plus en phase avec les planètes, tout simplement. On commence à accepter que la science peut avoir raison sur certaines choses et pas juste l'Église. T'sais. Mais les planètes, c'est l'astrologie, c'est mon signe astrologique. Je suis cancer, moi? Ben, on va en parler un petit peu, des signes astrologiques, justement. Mais je suis pas cancer. Mais non, t'es pas cancer. Sauf qu'on est en 1564, hein, on se rappelle, donc on n'a pas de cellulaire pour sursauter en recevant une alerte du gouvernement nous disant que l'année n'est plus le 1er avril, mais elle commence maintenant le 1er janvier. Il y a pas les conférences de Papa Legault, là. Non plus. Fait que, mettons que la nouvelle prend du temps à se rendre à chacun des 35 000 villages fleuris français. Imagine dans les colonies, c'est encore pire, évidemment. Clairement. Il y a le temps de s'écouler une année avant qu'on le sache en Nouvelle-France. Bref, beaucoup de pauvres gueux illettrés croient encore que le nouvel an est début avril. Fait qu'ils sont juste totalement confus ou complètement réfractaires au changement aussi. Parce que oui, ça existait des boomers dans les années 1500. C'est comme si chaque génération devient la génération qui haïssait, tu sais. Exact. Et comme cette période correspond aussi au carême, hein, les 40 jours durant lesquels les chrétiens ne mangent pas de viande, ils font un jeûne. Tout se passe là. Avant Pâques, là, oui, ben c'est ça. Ben, ils s'offrent des poissons comme cadeau d'hôtesse. Pour certains, c'est une façon de se moquer aussi de l'Église qui impose ce régime. Mais ceux qui sont à l'affût là, des dernières décisions de la couronne de changer la date du début de l'année du 1er avril pour le 1er janvier, ben, ils se mettent à offrir à la plèbe qui n'est pas au courant de tout ça, des faux poissons justement ou de fausses invitations le 1er avril en guise de moquerie, genre « Haha, t'es un retardateur parce que tu le sais pas. » Fait que des riches qui rient des pauvres. Quelque chose qu'on voit jamais dans l'histoire, hein? Non, c'est ça. Puis ben, comme l'intimidation à occupation double, ça devient une tradition. Bref, en 1691, on commence à voir l'expression « poisson d'avril » se dessiner. Ça apparaît pour signifier une tromperie, une mystification traditionnelle du 1er avril. Là. Donc, vraiment une définition telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mais c'est en 1718, donc moins de 30 ans plus tard, le dictionnaire de l'Académie française ajoute l'entrée « donner un poisson à quelqu'un ». Donc, c'est une nouvelle expression qui fait son apparition puis qui est admise par l'Académie. Et ça veut dire, en fait, de faire croire à quelqu'un une fausse nouvelle ou l'obliger à faire quelques démarches inutiles pour avoir lieu de se moquer de lui. Donc, fait qu'on se rapproche du poisson d'avril, pas mal. Exactement. Quant à la dénomination poisson d'avril, justement, ben, il faut savoir que le signe du poisson, c'est le dernier de l'hiver, le signe du zodiaque, là, évidemment. Le soleil quitte le signe zodiacal du poisson pour passer au bélier à cette période de l'année, là, donc fin mars. On avait d'ailleurs pour habitude de s'envoyer des cartes remplies de dessins de poissons pour, et je cite, célébrer l'arrivée du bonheur et qui est le printemps, là où tout renaît sauf moi avec mes allergies, évidemment. Et même si mon anniversaire est en avril. Ta morve renaît énormément, toi. Et mon Dieu, oui. Encore une fois, le début du mois d'avril, c'est synonyme de soulagement parce qu'on se dit, ben crime, on a réussi à passer à travers l'hiver sans trop de souffrance. D'autres pensent plutôt que c'est relié à Pâques, le mot passion, donc comme dans Passion du Christ, signifie souffrance. Ben ça aurait été déformé pour devenir poisson. Symbole évidemment justement de la souffrance de Jésus qui, selon les chrétiens, commençait début avril, donc juste avant qu'il ressuscite. Là. Sauf que pour d'autres encore, c'est aussi justement un mélange de souffrance et de soulagement parce que un rire libérateur, ben ça vient justement soulager cette souffrance. Donc, il y a des prêtres qui se permettent de faire quelques plaisanteries dans leur discours. Jésus ayant, en quelque sorte, joué un mauvais tour à ses détracteurs, là, en ressuscitant. Il y a personne qui s'attendait à celle-là. C'est un bon prank, quand même. Genre, je suis pas mort, mais finalement, genre, mort. En tout cas, c'est ça. C'est un bon coup de théâtre.
Avril, c'est aussi le mois de l'ouverture crescendo de la pêche parce que on donnait le temps aux poissons de se reproduire. Là. C'est la période qu'on appelle de frai, étant donné qu'ils sont, je le rappelle, des symboles justement de fertilité. Sauf que pêcher des poissons en avril, c'est presque une blague parce que la forte majorité sont pas encore arrivés à maturité. Genre, tu pêches des crapets soleil, là. Tu pêches pas des hosties de saumon, là. Ouais. Fait que les pêcheurs dépités de pas pouvoir pratiquer leur activité se voyaient justement envoyer des poissons en guise de taquinerie. Donc, c'est une autre hypothèse aussi. Ça pourrait expliquer l'échange justement de poissons traditionnels qui va se transformer en blague la plus hilarante, c'est-à-dire coller un poisson dans le dos de quelqu'un. Parce que oui, si dès le 19e siècle, on offrait des poissons en sucrerie ou en chocolat, ben certains préféraient toujours donner un vrai poisson mort dont l'odeur faisait partie de la farce. Ouais, c'est mieux un poisson en papier qu'un poisson mort collé dans le dos. Exactement. Du côté anglo-saxon, on parle pas de fish of April, évidemment, hein, donc poisson d'avril. Là, pour mais exactement, d'April Fools, donc les fous d'avril. Dès les années 80, Fred Bales, un journaliste de l'Associated Press, décide de creuser le sujet en interviewant Joseph Boskin, professeur émérite de l'Université de Boston, professeur d'histoire, évidemment. Si il a d'abord rien à dire, il sait pas c'est quoi l'origine comme telle du poisson d'avril, ben il a ensuite fait allusion à l'empereur Constantin, le journaliste ayant insisté là, vraiment beaucoup pour obtenir des informations. Semblerait-il donc que, selon Boskin, les bouffons de la cour de Constantin lui auraient dit qu'il ferait de meilleurs dirigeants que lui, donc de meilleurs empereurs. Fait qu'au lieu de jeter tout le monde au crocodile comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, Constantin aurait laissé ses bouffons régner pendant une journée. Le bouffon en chef, le roi des fous, un certain Kugel, aurait dit que seul l'absurde était autorisé ce jour-là, marquant la naissance du fameux April's Fools, donc où on fait des farces, on ment un peu, bon, tout ça. Sauf que 2 semaines après l'apparition de l'article de Bales, le professeur a admis avoir inventé cette histoire de toute pièce. C'est un peu April Fool en soi. Exactement, tel les prix qu'il croyait prendre. Évidemment, la rédaction de l'Associated Press affirmait déjà à l'époque que l'ensemble des informations qu'il diffusait était vérifiée, mais semblerait-il que celle-là soit tombée entre les mailles du filet de poisson. Heureusement, cette petite blague n'a pas ruiné la carrière de Bales, qui est d'ailleurs aujourd'hui professeur de journalisme à l'Université de Boston, la même université pour laquelle Boskin travaillait. Mais peu importe ses origines, la coutume a évolué avec le temps. On se permet de jouer des tours à nos proches et même certaines entreprises embarquent dans la game pour faire du 1er avril la Saint-Fake News. Je pense entre autres à Kraft qui nous annonçait la retraite des 2 oursons de leur beurre de peanut, Ricardo qui sortait des chandelles parfum, pain aux bananes ultra moelleux et toffee Général Tao, entre parenthèses le meilleur, fait avec sa statue de cire du musée Grévin. La STM qui dévoilait les noms des futures stations de la ligne bleue, donc Lac, Ordère, Languille et Anchois. Ou encore Bibliothèque et Archives nationales du Canada qui a enfin reconnu Ryan Reynolds comme étant un trésor national. Celle-là, j'espère que c'est vrai. Et évidemment, comme dans toute tradition, ben, il y a des nuances à travers les pays. Hein. On fête pas partout de la même façon. Il y a beaucoup de pays, dont l'Espagne, qui ont une autre journée que le 1er avril dédiée aux farces et attrapes, le 28 décembre, soit le jour des Saints Innocents. Je te fais une petite parenthèse, là, dans le fond, c'est que Hérode, le roi, là, Hérode Ier, dans le temps de Jésus, avait appris qu'il y avait un enfant à naître qui allait le remplacer supposément, fait qu'il a décidé de faire tuer tous les bébés qui sont nés genre cette année-là. Mais c'est une bonne blague. Jésus, ouais, ben Jésus, il est né dans une grange, tu sais, reculée dans une étable, donc ils l'ont pas trouvé, fait qu'il a pas réussi à le tuer. Mais c'est reconnu comme étant, cette période-là, comme étant la Saint-Innocent, parce que justement, c'est très innocent de vouloir faire ça. Effectivement. Si on se colle des poissons dans le dos, nous, en Amérique du Nord et en France, ailleurs dans le monde aussi, parce que c'est le seul endroit où la personne peut pas le voir qu'elle est piégée, ben, dans des pays comme en Écosse, on crée plutôt des chaînes de lettres éternelles. En gros, mettons que toi, tu veux jouer le tour, tu vas me demander de livrer un message scellé à quelqu'un d'autre. Dans ce message-là, il est dit que il faut donner cette lettre à une autre personne et ainsi de suite. Comme les chaînes de lettres par courriel là, de spam. Exactement, puis que si tu le transmets pas, ben, toute ta famille va mourir dans d'atroces souffrances. Mais voyons. Non, c'est une joke, mais ça dure 2 jours, le 1er et le 2 avril. Bref, l'humour des Écossais, I guess. Je sais pas.
Au Mexique, la coutume veut que l'on vole un objet à un ami et pose des bonbons et un mot expliquant qu'il s'est fait avoir sur le lieu du crime. OK. Au Portugal, on jette de la farine à ses amis. Donc, gare à vous, si jamais vous visitez le Portugal là, début avril, ça se pourrait que vous receviez de la farine. Mais si tu fais ça à des inconnus, c'est un peu plus weird tant qu'à moi, mais oui, écoute... mais c'est déjà arrivé probablement dans l'histoire. Sûrement. En Roumanie, c'est un peu différent, surtout si tu es superstitieux. L'histoire veut que tu ne te fasses pas berner une seule fois le 1er avril, sous peine d'être trompé toute l'année. Fait que... Je sais quoi faire avec mes collègues roumains le 1er avril. En Russie, il est interdit de célébrer le jour des fous à l'école ou sur les lieux de travail, et les tours doivent évidemment être inoffensifs. Désolé pour les petits taquins d'entre vous. Aux Pays-Bas, tu peux faire des tours où tu veux et à qui tu veux, mais pas nécessairement quand tu veux, parce que ça porte malchance de pranker ses amis ou sa famille en après-midi. De même, en Angleterre et en Irlande, si on fait un coup passé midi, on passe de farceur à dindon de la farce. Donc, gare à vous, pour permettre aux gens de vivre un semblant de journée normale là, en après-midi. C'est pas juste de la note du début à la fin, ouais. C'est comme c'est à matin, là, puis après ça, on se calme. Ouais. En Inde, on célèbre la Holi, où on se lance de la peinture colorée et on fait des tours que le dieu Krishna, qui était apparemment très espiègle dans sa jeunesse, aurait lui-même déjà fait. Là. Donc, on l'honore en faisant ses meilleurs toasts. OK, on n'en invente pas des nouveaux. Là. On reprend, c'est le best-of. Là. On rigole, mais il y a certaines choses bel et bien sérieuses qui se sont passées aussi un 1er avril, puis j'avais envie d'en parler. C'est le cas notamment de l'assassinat du chanteur Marvin Gaye, qui a été abattu par son père, qui est un pasteur, le 1er avril 1984, soit la veille de son 45e anniversaire, avec une arme qu'il avait lui-même offert à son père au Noël précédent. C'est un peu absurde et un peu un poisson d'avril indirectement. Ouais, ben il y a des gens qui disent que c'est un suicide par procuration, genre. Mais en tout cas, ça l'a fait la manchette, puis beaucoup de gens n'y croyaient pas. Ils se disaient « Ah non, c'est une fake news, tout ça ». Les jours précédents, le 1er avril, ont aussi mauvaise réputation. Hein. Des fois, il y a des entreprises, mettons, qui commencent à instaurer de quoi, justement. Je pense que les oursons de Kraft, c'était vers le 29, 30, 31 mars. Donc, le 31 mars 1946, quand une alerte au tsunami vers Hawaï et les îles Aléoutiennes a été lancée, beaucoup n'y ont pas cru. Résultat, 165 morts. Nice. Qui auraient probablement pu être évités en grande majorité. Nouvelle plus joyeuse pour les fans de jeux vidéo qui se rappellent de la rivalité Sega et Nintendo. Personne n'aurait cru voir leurs personnages à succès, Sonic et Mario, faire équipe dans un jeu. Et pour preuve, le jeu Sonic et Mario aux Jeux Olympiques avait été annoncé par communiqué de presse le 1er avril 2007. Donc, je savais pas que c'était annoncé cette date-là. Ouais, ils pensaient vraiment que c'était un poisson d'avril et finalement non. Et du côté cocasse, on peut parler de cet employé de Google qui gardait un python royal dans son bureau. Eh bien, ce qui devait arriver arriva. Le python s'est échappé et Google a envoyé un courriel à tous les employés du bureau de New York pour dire qu'un serpent était en liberté dans l'édifice. L'employé en question a même fait un répondre à tous pour s'excuser du timing improbable et confirmer qu'il ne s'agissait pas d'une blague. Me semble voir la face de Suzanne qui est prise dans l'ascenseur avec le fameux python. Je suis sûre que c'est pas une blague. C'est un bon gag. C'est ça, exactement. Puis c'est ce qui conclut ma partie. Je sais pas si t'avais des choses sur lesquelles tu voulais renchérir, des hypothèses. Tout est relié au poisson. Moi, dans le fond, là, toute l'histoire est reliée au poisson. C'est ce que je retire de ta partie. Tout est poissonné, mais... Poissonneux. Poissonneux. Toi qui aimes les poissons tant que ça. Là. J'aime les poissons. J'aime pas le poisson. Ouais, OK. Ouais, mettons. J'ai eu des poissons quand j'étais jeune, mais je peux pas y manger. Là. Ouais, c'est ça. Mais merci pour tout ça. Puis, comme on a parlé, qui dit poisson d'avril dit prank. Et Dieu sait que c'est pas quelque chose de nouveau dans l'histoire que de se jouer des mauvais tours en soi. Du coup, aujourd'hui, Hélène, j'avais envie de te partager différents pranks et poissons d'avril à travers les siècles. OK. Tu comprendras que ce n'est pas une liste exhaustive des pranks qu'il y a eu. Dommage! On en aura un petit bout quand même. On va faire une partie 283, vous inquiétez pas la gang. On se fait une chaîne Twitch puis c'est juste parler des pranks. Merci aussi de prendre les prochaines histoires avec un grain de sel. Celles-ci sont parfois des oui-dire, difficiles à vérifier comme ça implique des gens morts il y a plusieurs centaines d'années. Hein? Si ça se trouve, c'est moi qui se fais pranker dans tout ça et toutes ces histoires sont fausses. Si vous décidez de parler de ces histoires entendues à partir d'ici à quiconque, veuillez commencer chacune de vos phrases par « apparemment » puis continuer par la suite.
Le plus ancien tour que j'ai trouvé serait un effectué par Cléopâtre sur Marc-Antoine. OK. Cette histoire est relatée par contre par Plutarque dans sa biographie de Marc-Antoine. Quand je dis prendre avec des pincettes, ben Plutarque il est né 76 ans après la mort de Marc-Antoine. Fait que ça se peut que c'est pas le gars le plus fiable, mais moi vous le comptez pareil parce que c'est la plus vieille histoire que j'ai trouvée. Il a peut-être vu son fantôme. Peut-être le fantôme lui a dit qu'est-ce qui s'était passé. Mais ceci étant dit, l'histoire veut que Marc-Antoine et Cléopâtre auraient été pêchés ensemble. Belle activité de couple. Oui, belle activité de couple. Puis, voulant impressionner sa douce, il aurait demandé à certains de ses hommes de plonger dans le fond de l'eau pour attacher des poissons déjà pêchés pour qu'il puisse les remonter et montrer ses talents de pêcheur. Oh wow, fake to impress. Exact. Ceci me rappelle d'ailleurs mon père qui voulait qu'on échange de canne à pêche quand j'étais jeune parce que sa canne pognait rien. Puis, dans le fond, il venait juste d'abandonner un poisson. Fait que je pensais vraiment être le meilleur pêcheur, mais c'était complètement faux. Ma vie J'avais commençait peur que tu me dises ceci me rappelle d'ailleurs notre première date. Où est-ce qu'on est allé pêcher ensemble? Non. Par contre, Cléopâtre n'est pas un enfant de 4 ans comme moi quand mon père me faisait ça. Et donc, elle a quand même réalisé qu'il y avait de quoi de louche avec la gang de soldats mouillés au loin qui se promenaient avec des poissons, tu sais. Du coup, elle a décidé de retourner une deuxième fois pêcher avec son copineau, qui n'a pas trouvé ça louche, lui, de son côté. Pas conne, la princesse, pas conne. Puis, elle a demandé à son tour à ses soldats de plonger sous l'eau. Par contre, elle leur aurait aussi demandé d'attacher des poissons à l'hameçon de Marc-Antoine, sauf que ces poissons-là, c'était des harengs salés, donc déjà coupés et apprêtés sur le hameçon. Donc, quand il a sorti le hareng, elle lui aurait dit de laisser la pêche aux Égyptiens puis de se concentrer à conquérir des royaumes, ça dans quoi il était réellement bon. Ah, c'est bon, j'aime ça. C'est une belle histoire, fait que on espère que c'est vrai. Mm-hmm. Puis parlant de gens qui s'occupaient de royaumes, Hélène, connais-tu l'empereur romain Héliogabale? Non, ça me dit rien. Ben c'est normal, parce qu'il a seulement régné de l'an 218 à 222 avant d'être massacré par son propre peuple à l'âge de 19 ans, donc pas un règne très fameux. Il a commencé à régner à 16 ans? Oui, exact. Mon Dieu, c'est jeune. Preuve qu'il était peut-être pas trop aimé non plus. Si vous googlez son buste, vous découvrirez une tête d'adolescent avec des favoris frisés puis une moustache molle. Fait que peut-être que c'était pas le gars le plus cute. Ceci étant dit, la raison pour laquelle je parle d'Héliogabale, c'est que il est un empereur dépensier extravagant et fan des petites blagounettes. Du haut de ses 16 ans, lorsqu'il est devenu empereur, ses blagues préférées étaient l'épée. Ah oui, ben oui. C'est lui qui a inventé le coussin péteux. Ben, je sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais effectivement, il y avait des sacs à pète sur les chaises de ses invités lors de dîners mondains. Ouais, mais en même temps, il y a 16 ans, man. C'est Tu t'attends ça, à quoi comme humour? Exactement. Par contre, ça, c'est anodin quand même. Oui. Mais c'est pas limité juste au petit prank anodin. Ben, c'est anodin, mais en même temps, j'aurais pas pensé que c'était un empereur qui serait peut-être potentiellement à l'origine du fameux coussin péteur. Ben, en tout cas, il en utilisait beaucoup. Puis, c'est ça. Toutes ces pranks n'étaient peut-être pas toutes très... Réussi? Non, ben, je te dirais plus... Drôle? Ouais, ou de bon goût. Ok, oui. Parce que tantôt, tu parlais d'un serpent à Google. Oui. Mais lui, il aurait soi-disant aussi trouvé hilarant l'idée de libérer des centaines de serpents dans une foule lors de jeux publics. Ben oui, pourquoi pas? Ouais. Plusieurs personnes auraient alors été blessées par les serpents, tandis que d'autres ont été piétinées parce que les gens avaient peur parce qu'il y avait beaucoup de serpents. Donc, le summum de l'hilarité, quoi. Bravo, Héliogabale. Fait que tu me disais que c'est fait massacrer, hein? Oui, c'est ça. C'est un petit peu l'arroseur arrosé, je dirais. On comprend un peu comment il s'est rendu là. L'empereur aurait aussi trouvé rigolo d'enfermer un de ses amis passed out après une beuverie dans la cage d'un animal sauvage qu'il aurait dompté. Ben voyons! Rien de tel que de se réveiller enfermé avec un ours. Hein? Tu sais, ça réveille bien quand même. Donc voilà, hein, un empereur avec plein de bons goûts. Sautons maintenant un peu dans le temps jusqu'en Renaissance pour que je vous parle du prank effectué par Filippo Brunicelli en 1409. En fait, Filippo, c'est le père fondateur de l'architecture de la Renaissance, pour être exact. Laisse-moi deviner, il est italien. Eh oui, il habitait à Florence. Donc, outre ses grands achievements, c'est-à-dire comme créer la Renaissance, Filippo n'aimait pas se faire ghoster et a décidé de se venger d'un de ses amis, Manetto, qui s'était pas pointé à un souper avec lui. Mais y a-tu vraiment quelqu'un qui aime ça, se faire ghoster? Non, puis apparemment, c'est comme un souper qui était super important, puis tout, fait que là, il fallait vraiment c'est encore pire. C'est ça. Tu vas voir, par contre, son plan est assez next level. Son plan, faire croire à son ami qu'il avait échangé de corps avec une autre personne dénommée Matteo. OK. Donc là, on parle de Manetto et Matteo. Là, ça va être mêlant, là, mais Manetto, c'est son vrai nom. OK, parfait. La première étape fut d'entrer par réfraction chez Manetto pendant que celui-ci travaillait.
Quand Manetto tenta de rentrer chez lui, Filippo avait bloqué la porte et imitait la voix de son ami de l'intérieur de la maison. Donc, mettons, toi, t'arrives ici, puis il y a quelqu'un en dedans qui fait comme genre « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes chez nous? Moi, je m'appelle Hélène Baillé, allez-vous-en. » Ouais, je comprends. Fait que Manetto était quand même assez confus de ça. Fait qu'il est allé en ville pour chercher des gens pour l'aider. Ouais. Par contre, ce qu'il savait pas, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient impliquées dans le plan de Filippo, dont la prochaine personne, Donatello, le fameux sculpteur et non la tortue ninja, là, était aussi de mèche avec Filippo. Puis quand il s'approchait, il a fait « Hey, Matteo, qu'est-ce que tu fais? » Puis fait que là, il l'appelait vraiment l'autre nom, puis il parlait comme s'il était Matteo et non Manetto. Pendant leur discussion, il y a un huissier qui est arrivé qui a aussi arrêté Manetto pour dette impayée et l'a amené littéralement en prison. Bien entendu, les documents d'arrestation étaient au nom de Matteo, donc la fausse identité. Puis une fois en prison, les autres prisonniers l'appelaient aussi Matteo. Passant la nuit à se demander qu'est-ce qui pouvait bien se fucking passer, il est quand même pas sorti avant le lendemain matin quand 2 hommes prétendant être ses frères, les frères de Matteo, viennent le sortir de là en l'insultant, en lui disant « Ben voyons, t'es bien cave, tu te souviens jamais de rien, t'es un saoulon, qu'est-ce que tu fais là? » Puis ils l'ont amené souper. Puis là, ben lui, complètement perdu, comprend rien. Ils mettent de quoi dans son verre, il s'endort, passe out complètement. Les 2 gars le ramènent chez eux, dans sa vraie maison, le couchent à l'envers dans son lit, déplacent tous les meubles et ses affaires partout. Ils s'en vont chez eux. Le lendemain matin, ils cognent. Lui, encore perdu, ouvre la porte, font comme « Hey, notre frère, Matteo. » Là, il est avec eux. Fait que là, sont les 2 gars, puis un autre gars qui est le vrai Matteo. Comme « Matteo nous dit qu'il a échangé de corps avec toi pendant 2 jours. » Ça te dit-tu quelque chose? T'as-tu des expériences bizarres? Ben voyons. Puis là, lui, juste comme, ouais, genre, tout le monde m'appelait Matteo pendant 2 jours, what the fuck? Puis l'autre gars, il dit, ouais, mais c'est ça, moi, j'étais dans ton corps, puis j'étais allé souper avec ta mère. Ouais. Fait que là, genre, ils finissent par se quitter en disant, c'est bien mystérieux ce monde. Puis il s'est rendu compte que c'était faux seulement quelques jours plus tard quand il est allé manger réellement avec sa mère. Puis qu'il a dit, non, j'ai pas soupé avec toi. Il y a quelques jours, j'étais en dehors de la ville. Puis c'est là qu'il s'est rendu compte que c'est Filippo qui est la personne qui fait le plus de pranks que je connaisse qui est là-dedans. Mais en le confrontant, Filippo l'a juste gaslighté le plus possible en lui disant que c'était absolument pas vrai puis qu'il n'a jamais rien fait. Fait que voilà. Mais ça me fait penser à une histoire que ma mère elle m'a contée par rapport à mon grand-père. Vite, là. Mon grand-père était radiologue et son frère aussi. Un de ses frères, en fait. Puis il avait la même voix. Mais genre, c'est fou. Puis en plus, chacun, leur femme s'appelait Suzanne. Bref, ils travaillaient ensemble. Mon grand-père, il avait pris pour habitude d'appeler sa belle-sœur, donc la femme de son frère. Puis il savait c'était quoi, tu sais, les petits surnoms d'amour qu'il se donnait, là, genre Minou ou quoi. Pour son frère. Il se faisait passer pour son frère. Puis à chaque fois, elle tombait dans le piège. Sauf une fois où mon grand-père a appelé, il était pas avec son frère. Évidemment, son frère était juste à côté, en face de sa femme. Fait que là, c'est là qu'elle a découvert le poteau rose, mais pendant vraiment quand même longtemps, la blague a duré, puis c'est quand même très bon. C'est très connu dans la famille, cette blague-là. Mais au moins, c'est quand même plus rigolo que de penser que t'es complètement fou braque pendant 2 jours. Non, c'est sûr, exactement. Là, je pense pas que mon grand-père serait allé jusqu'à se faire passer pour son frère. Peut-être, là. Non, c'est ça. Fait que j'imagine que le gars, après ça, n'a plus jamais manqué un souper. Hein, probablement. On l'espère. Déplaçons-nous encore un peu dans le temps pour que je vous parle du canular de Berners Street, effectué par l'écrivain Theodore Hook à Londres en 1810. Celui-ci aurait parié avec un ami qui serait capable de rendre n'importe quelle maison de Londres comme étant l'adresse la plus connue de la ville en une seule semaine. OK. Pour ce faire, Hook a personnifié une dénommée Madame Tottenham et envoya des milliers de lettres à travers la ville à peu près tout le monde, l'invitant chez elle pour des raisons différentes le 27 novembre 1810. OK. Fait que la journée fatidique, ça a commencé à 5h le matin où un ramoneur s'est présenté au domicile pour nettoyer la cheminée de Mme Tottenham. Ouais. La gouvernante a dit non, je suis désolé, on n'a pas besoin. Finalement, il y en a eu 11 autres ramoneurs qui sont pointés. Ceci a été suivi par de multiples livraisons de charbon, des pâtissiers qui apportaient des gâteaux de mariage, des médecins, des avocats et des prêtres appelés pour assister à un mourant dans la maison. Si c'était pas assez, on compte aussi des poissonniers, des cordonniers et des livreurs de piano, ainsi que des dignitaires invités chez elle, parce que c'était quand même une grande dame. Mais on a besoin de tout pour faire une société, voyons. C'est ça, fait que tout ce monde-là est invité au même moment à la même maison.
Tu comprendras que dans une petite rue de Londres, ça l'a rapidement paralysé une partie de la ville. Les autorités essayaient de dispatcher le monde pour qu'il s'en aille, pendant que Hook et son ami étaient installés dans une maison en face pour regarder le chaos. Bien entendu, Hook a gagné son pari. Ouais, je vois déjà genre l'hélicoptère TVA a interviewé le voisinage. Qu'est-ce qui se passe? Mais je comprends pas, ça a toujours été un quartier tellement calme ici. C'est ça, fait que j'adore ce prank. Maintenant, si je te demandais, selon toi, quand est-ce qu'est arrivé le premier prank call de l'histoire, sachant que le téléphone a été inventé en 1876? Mettons du moins là, assez de grande ampleur là, pour être dans les journaux. Il y avait déjà des journaux, c'est sûr, au début, Oui. Quand le téléphone est apparu, là. Je dirais début des années 1900, mettons. Ben, un peu avant. En fait, Ok. là, c'est après 8 ans, alors qu'en 1884, on retrouvait une nouvelle intitulée A Grave Joke on Undertakers dans le journal de Providence au Rhode Island. OK. On comprend Undertaker, c'est les fossoyeurs, puis Oui. Grave, fait que là, ils ont fait un beau petit jeu de mots, là. Bravo les journalistes de l'époque. Mais là, c'était le premier prank. C'est ça, fallait se forcer. Les gens, ils riaient pas avant, sacrément. Non, ils n'ont pas ri pantoute en 1876 puis 1884. L'histoire raconte qu'un homme se serait amusé à appeler les maisons funéraires de la région pour déclarer la mort de personnes en leur demandant d'apporter des congélateurs, des cierges ou des cercueils pour les prétendus défunts dans leur domicile. En arrivant sur place, les gens des pompes funèbres auraient donc finalement retrouvé les personnes bel et bien vivantes et complètement confuses dans leur domicile. C'est pas une invitation, là, mais je préfère qu'on me prank avec une pizza qu'avavec un cercueil. Ouais, c'est ça. Plus de place à l'appartement. En passant, vous êtes mort? Ben non, je suis pas mort. Vous avez commandé un cercueil? Ouais, c'est ça. Puis je sais pas trop, est-ce qu'ils embaumaient vraiment le monde directement dans leur maison pour amener leur cercueil? C'est pas très clair. Là. Je sais que dans le temps, je pense que je préfère pas le savoir. Dans le temps, le monde était exposé chez eux, mais je pensais qu'il y avait une job qui était faite avant. Anyway. Peut-être pas. Ouais, c'est ça, peut-être pas. Sinon, un de mes poissons d'avril préférés dans l'histoire est celui qu'a pull off la BBC en 1957. Lors de leur émission d'affaires Panorama, la chaîne a présenté un reportage mettant en vedette une famille suisse qui cueillait des spaghettis dans un arbre à spaghettis. Ils sont vraiment forts, la BBC, pour vrai. Là. Ils ont pull off, je pense, oui, par après, depuis... là, c'est comme le plus gros ouais. premier qu'ils avaient fait. Là. Il y a une affaire avec des manchots qui volaient, là, quelque chose comme ça. Mais chaque année, ils pull off de quoi, puis ils réinventent leur génie créatif. Là. Ils sont vraiment... Yes. Puis pour remettre en contexte, le spaghette n'était pas encore un mets très populaire à l'époque au UK. Il était considéré comme exotique. Fait que les gens ne savaient pas comment étaient faites les pâtes réellement. C'est où que ça pousse? Dans un arbre, dans un potager, dans un arbuste? Ben c'est ça. Ils demandaient comment je peux en avoir un arbre à spaghetti, puis comment je peux bien m'en occuper. La réponse officielle de la BBC à ces questions est tout aussi excellente, tandis qu'ils répondaient placez un bout de spaghetti dans une canne de sauce tomate, puis vous pouvez espérer que ça pousse. Ah, vous allez attendre longtemps, les chums. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on parle encore de ce prank-là et c'est devenu un peu le hippo des familles britanniques parce qu'on l'utilise comme exemple de ne pas toujours croire ce qu'on voit à la télé. Ouais, ben comme le professeur justement dont je te parlais, là, qui avait inventé l'histoire avec l'empereur Constantin. Mm-hmm. C'est ça qu'il disait. Faut pas toujours croire ce qu'on vous dit ou ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous goûtez. Tout. Ouais. De nos jours, on trouve aussi d'excellents tours le 1er avril. Par exemple, lorsque Taco Bell avait annoncé en 1997 qu'il avait acheté la Liberty Bell, le symbole de l'indépendance situé à Philadelphie, puis qu'elle allait la renommer la Taco Liberty Bell. Hey, mais là, il y a plus de monde qui vont vouloir la lécher encore, là, parce qu'apparemment, la légende veut que si tu lui fasses un bisou ou de quoi, ça te porte chance. Ben non, merci, si tout le monde le léger. Dans How I Met Your Mother, c'était ça. Fait que là, si en plus c'est la Taco Liberty Bell, non, merci. Sûr qu'il y a du monde qui vont être comme ça. Tu le taco? Ouais. En 1998, Burger King avait aussi annoncé le tout premier Whopper pour gaucher, contenant tous les mêmes ingrédients, mais tourné à 180 degrés. Ah, c'est bon. Apparemment, malheureusement, plusieurs personnes auraient demandé le burger en restaurant, tandis que d'autres demandaient je veux juste le sandwich normal pour les droitiers, s'il vous plaît. J'aime pas particulièrement Burger King, mais j'adore leur communication, par contre. Là, ils sont forts. C'est un beau prank quand même de ce côté-là. Mais il faut dire qu'il faut toujours avoir des idiots qui vont croire à des affaires de même, même si c'est assez évident. En 2009, le téléjournal de France 3 Poitou-Charentes a diffusé un reportage comme quoi les éoliennes ralentissaient la rotation de la Terre et donc qu'on devrait désormais rallonger les journées. Celle-ci serait désormais de 25 heures plutôt que de 24 heures, comme si c'était vraiment assez puissant pour ralentir tout ça. T'sais. Mais c'est pas un prank, mais j'ai lu pas plus tard que tantôt, justement, sur Facebook, qu'il y a un pape dans les années, je pense, 1400 ou 1500,
qui a décidé de jumper de 10 jours. Genre, il a décidé qu'on passait du 4 octobre au 15 octobre. Fait que là, il y a du monde qui était comme Papa Legault, j'aimerais ça que tu nous rendes ces 10 jours-là, surtout en samedi et en dimanche, de préférence. Ah, ben oui, faut faire ça maintenant. Tu sais, si on veut juste le faire au Québec, pas dans le reste du monde, c'est très logique. Exactement. Mais, non, ben c'était une page de mimes québécois ou je sais pas trop, là. Ouais, mais à voir, peut-être à creuser dans un autre épisode. Oui. Certains poissons d'avril sont aussi de plus grandes envergures. C'est le cas du tour joué par Oliver Porky Bicard. Oui, il se fait appeler Porky. Pourquoi il aime ça, je ne sais pas. Il est dans Mafia. Peut-être. Mais en tout cas, lui, il a joué un tour à la ville entière de Sitka, en Alaska, le 1er avril 1974. C'est-à-dire 4 habitants. C'est vrai que c'est peut-être pas tant que ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la ville de Sitka se trouve à côté d'un volcan dormant depuis 400 ans, le mont Edgecumbe. Je vois où est-ce que ça s'en va. Oui, c'est ça. L'idée de Porky ici, de faire croire à la population de la ville que le volcan venait d'entrer en éruption. Quelle bonne idée! Oui, c'est ça, tu sais, c'est le fun de faire paniquer tout le monde. Son plan a commencé plusieurs années auparavant, alors qu'il a commencé à accumuler une centaine de pneus. Le jour J, il a trimballé ses pneus au top du volcan avec l'aide de ses amis pilotes d'hélicoptère, comme tout le monde a. Un classique samedi, voyons, créer une hystérie collective avec ses amis qui ont des hélicoptères. Ouais. Apparemment, il avait prévu le faire genre 2 ans avant, mais la température n'était pas assez belle pour que ça apparaisse. Puis c'est ça, il est arrivé, il a mis les pneus sur le top, puis il les a mis en feu avec du kérosène. Ceci a alors libéré une énorme colonne de fumée noire au top de la montagne, puis il y a plusieurs photos de cet événement-là. Porky avait averti la police, bravo, une bonne idée, mais il avait oublié d'avertir la garde côtière, qui est finalement arrivée sur les lieux. Ils ont retrouvé les mots April Fool de taper en géant dans la neige. Ouais, mais il y a quand même du monde qui ont été en prison pour moins que ça. Oui, non, c'est ça. Aujourd'hui, il est en prison, c'est sûr, mais des années 70, hein, on faisait ce qu'on voulait. Il me semble le procès verbal de cette histoire-là. Ça serait weird. Mais ces poissons d'avril-là, c'était plus rigolo, mais ils peuvent pas toujours bien aller. Hein? C'est aussi le cas à Athènes le 1er avril 1982, alors qu'une radio annonçait que le niveau de pollution était tellement rendu élevé dans la ville qu'il fallait immédiatement évacuer la ville. Le broadcast mentionnait que le gouvernement avait fermé toutes les écoles et que les gens devaient tout de suite arrêter leurs véhicules et se diriger dans des endroits à air ouverte là, pour ne pas avoir à respirer toute cette pollution. Bien entendu, ceci c'est un peu plus inquiétant qu'un burger, hein, fait que ça va créer la panique générale. C'est quand même vrai qu'Athènes est très polluée. Là, oui, aussi. Mais en même temps, ça peut être c'est plausible. Facile d'y croire, c'est ça que je veux dire. 3 heures plus tard, la radio s'est rétractée, mais le mal était déjà fait. Puis la station de radio a été poursuivie par un homme pour une valeur de 820 000 pour la panique que ça lui a créé, tout le stress. Mm-hmm. Et le directeur général de cette radio-là a été renvoyé. Of course. Ouais, pensez un peu avant de faire des mauvais pranks comme ça. Mm-hmm. Surtout quand vous êtes une entreprise. Ça peut vous coûter cher. Oui, cette situation est aussi à rappeler la diffusion de la guerre des mondes à la radio en 1938. Lue comme une dramatique, les gens de l'époque ne comprenaient pas nécessairement qu'il s'agissait d'une histoire. Ceci a alors créé la panique, encore une fois générale, alors que certains croyaient réellement qu'on était envahi par des extraterrestres. Mais j'ai l'impression aussi que dans ce cas-là, mettons, il y a du monde qui veulent tellement croire au... Ouais. Je les juge pas, là, tu sais. Je veux dire, moi, honnêtement, je sais pas comment je me positionne par rapport à ça, mais ils veulent tellement croire qu'il y a d'autres formes de vie à l'extérieur que... Ils ont cru plus facilement à cette histoire. C'est ça, exactement. Effectivement. Mais c'est ça, parce que c'est une histoire connue, le fait que c'est arrivé. Par contre, ça serait grandement exagéré parce que l'émission n'était pas si écoutée que ça pour créer une panique générale. Mais comme tu dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont réellement pensé que c'est arrivé. Ouais, puis après le bouche à oreille, puis tout ça, hey, tu sais, j'ai entendu ça à la radio, puis tout, puis là, c'est des années, une hystérie collective. Là. C'est des années 30, fait qu'on s'entend, tu peux pas reconfirmer assez rapidement que c'était faux. Ah non? Ben ouais, mais c'est ça, voilà, ça conclut un peu cet épisode où le mot d'ordre est « Ne croyez pas nécessairement tout ce que vous entendez ». Tout est un mirage. Cultivez le doute. C'est ça que mes profs disaient. Le doute est un signe d'intelligence. Exactement. Hey, moi, j'ai vraiment aimé cet épisode-là. C'était très loufoque, comme on aime. Si vous aussi, vous avez aimé cet épisode, on vous invite évidemment à lâcher un petit like là, sur votre ou vos plateformes d'écoute préférées. Toutes.
mettons que vous nous écoutez partout. même temps. Évidemment, à vous abonner, c'est notre récompense, notre salaire, si on veut, parce Et que c'est non, gratuit. on n'est pas payé, puis c'est gratuit pour vous. Et évidemment, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. On met encore plus de contenu qui joignent le futile à l'agréable. On a envie d'interagir avec vous, voir c'est quoi, vous, les meilleurs pranks que vous avez faites si vous célébrez le 1er avril. Mhm. Et sinon, évidemment, on se retrouve dans 2 semaines. Bye bye. Bye!